80 corps sans vie ont été rapportés par camion à Gaza. Les cadavres ont été enterrés dans un charnier à Rafah. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des soldats russes pénètrent certaines rues d'Avdiivka alors qu'Emmanuel Macron appelle à soutenir l'Ukraine dans la durée. L'exécutif français ne parvient pas à entamer la détermination des agriculteurs en colère qui resserrent l'étau sur Paris. C'est un revers pour le gouvernement de Pedro Sánchez. Le Congrès espagnol a rejeté la loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans. Une Italienne accusée d'agression sur des néo-nazis en Hongrie est apparue enchaînée à son procès. Colère de Rome qui convoque l'ambassadeur hongrois. Une victoire totale sur le Hamas ou rien. Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a à nouveau refusé les conditions du Hamas pour un cessez-le-feu, y compris le retrait temporaire des troupes israéliennes. Au même moment, à Gaza, 11 personnes sont mortes, dont 4 enfants, après un tir de l'armée israélienne sur un immeuble résidentiel. 80 corps sans vie ont été ramenés à un hôpital de Gaza mardi. Le camion qui les transportait serait venu d'Israël. Aucune information n'a été transmise sur l'identité des cadavres qui ont été enterrés dans un charnier à Rafah. À New York, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu avec les représentants des pays qui ont décidé de geler leurs dons à la suite d'accusations concernant 12 employés des Nations Unies qui auraient pris part aux attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Good afternoon. It is very critical that we recognize the central role that UNRWA plays in the Gaza Strip. There's an ongoing discussion, I think, and donor countries, of course, have set their parameters and also have given clarity. It's an ongoing discussion. There's no substitution for the humanitarian role that is played in Gaza. L'armée israélienne continue de concentrer ses efforts au sud de la bande de Gaza. Mardi, Israël a publié de nouvelles images qui montreraient, selon l'armée, les échanges de tirs avec les militants du Hamas dans la ville de Khan Younes. Ces derniers jours, les fortes pluies ont détérioré les conditions déjà difficiles des camps de la ville de Gaza. À ce jour, environ 85% de la population palestinienne est déplacée. À l'est de l'Ukraine, pour la première fois depuis le début de l'invasion, des forces russes réussissent à s'emparer de certaines rues d'Avdiivka. La petite ville est considérée comme une porte d'entrée vers Donetsk, la capitale du Donbass annexée par Moscou. 30 000 personnes vivaient à Avdiivka avant l'invasion russe, 1 millier de civils y survivent encore. L'avancée des forces russes intervient au moment où Emmanuel Macron est en Suède et appelle les Européens à soutenir l'Ukraine dans la durée. The real cost on the short to long run of a Russian victory is too high for all of us. This is why the reasonable answer is to put ourselves in a situation to support Ukraine during this year and the years to come. Whatever it takes, whatever it costs. Fidèle à son principe de neutralité, la Suisse a jusqu'à présent refusé toute livraison d'armes à l'Ukraine. Ce mardi, Berne a donné son feu vert à un entre-deux et autorisé la livraison vers l'Allemagne de 25 chars Léopard 2. L'Allemagne a transféré des chars à l'Ukraine et comblera le manque de son armée avec les chars livrés par la Suisse. Nouvelle condamnation pour Imran Khan. Un tribunal pakistanais a prononcé une peine de 14 années de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre et de son épouse. Le couple était accusé d'avoir reçu et sous-estimé des cadeaux alors qu'Imran Khan était au pouvoir, notamment des bijoux et des montres offerts par le gouvernement saoudien. Le verdict tombe à quelques jours des élections législatives alors qu'Imran Khan venait d'être condamné à 10 années de prison pour divulgation de documents classifiés. Les agriculteurs français en colère se rapprochent de Paris et de l'immense marché aux produits frais de Rungis. Un convoi de 200 à 300 tracteurs est parti du sud-ouest et a atteint Orléans, alors qu'au nord de la capitale, d'autres agriculteurs bloquent l'autoroute A1 à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Des promesses, des paroles, mais pas d'actes. Donc nous attendons les actes et en fonction des actes, on verra si on lève le camp ou pas. On montera sur Paris s'il faut monter sur Paris. Après, moi personnellement, je pense que déjà bloquer
sur les côtés, les nationales qui amènent à Paris. Moi, d'être aux Champs-Élysées, ça ne m'intéresse pas forcément. De son côté, l'exécutif tente d'enrayer le mouvement de colère des agriculteurs. Et évidemment, nous avons engagé une action résolue pour la souveraineté agricole de notre pays. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. En Espagne, les syndicats agricoles observent les blocages en France et certains promettent des mobilisations dans les prochaines semaines. Por la frontera de la Junquera pasan casi 12.000 camiones diarios y por la de Irún 10.000. Y que Francia, para nosotros, aparte de ser destino, es país de tránsito obligado. Plus au nord, en Belgique, là encore, des agriculteurs bloquent des routes et des autoroutes, notamment la E19 qui mène à Bruxelles. La simplification des normes et des procédures administratives est au cœur de leurs revendications. En Italie, à 1 heure de Rome, une cinquantaine de tracteurs bloquent une sortie d'autoroute depuis 3 jours. Les agriculteurs italiens protestent eux aussi contre les politiques agricoles européennes, la hausse des coûts de production et la baisse des subventions pour l'achat des carburants. L'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur pourrait être victime des protestations des agriculteurs en Europe. Parmi leurs revendications, les agriculteurs français et belges ont soulevé le problème de la concurrence déloyale. Ils estiment que l'accord permettrait l'entrée de produits agricoles en provenance d'Amérique du Sud qui, selon eux, ne respectent pas les mêmes normes. Nous, on a tout pour le faire chez nous. On nous impose de ne pas produire chez nous et de l'importer de l'extérieur qui n'est pas du tout à des bonnes normes comparé à nous. Et au final, nous, ça nous met des bâtons dans les roues et c'est vraiment impossible de continuer à cette allure-là pour nous. Le président français Emmanuel Macron a été en contact avec la Commission européenne et a demandé d'arrêter les négociations car il est impossible de conclure les négociations à l'heure actuelle. La Commission reconnaît que les conditions pour parvenir à un accord ne sont pas réunies, mais affirme que les contacts sont maintenus. La discussion continue. Et l'Union européenne continue à poursuivre son objectif d'atteindre un accord qui respecte les objectifs de l'UE en matière de durabilité et qui respecte nos sensibilités, notamment dans le domaine agricole. L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, qui comprennent l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, fait l'objet de négociations depuis des décennies. Après un premier accord en 2019, de nouvelles conditions ont empêché sa ratification. En France, les députés ont franchi une nouvelle étape ce mardi en adoptant à une large majorité un projet de loi prévoyant d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Par 493 voix contre 30, la majorité présidentielle s'est associée avec la gauche. La réforme constitutionnelle doit maintenant obtenir l'aval du Sénat, plus réticent. Le texte doit y être examiné le 28 février. Coup de théâtre ce mardi au Parlement espagnol, les députés réunis pour voter une loi d'amnistie profitant aux leaders indépendantistes catalans, notamment visés par des chefs d'accusation de terrorisme, a été rejetée par le parti Junts, alors que cette dernière bénéficiait d'abord à ses propres dirigeants. Comme l'ex-président catalan Carles Puigdemont, exilé en Belgique après avoir mené une tentative de sécession qui s'est soldée par un échec en 2017. C'est l'actuel chef du gouvernement, Pedro Sánchez, qui avait conclu un accord avec les partis indépendantistes pour pouvoir se maintenir au pouvoir en échange de cette loi d'amnistie qui n'a pas été votée. Ce rebondissement intervient après que de nouvelles pressions judiciaires s'exercent sur Carles Puigdemont. Il est soupçonné de haute trahison pour ses liens présumés avec la Russie. Elle est apparue entravée par des chaînes lors de son procès. Ilaria Salis, institutrice âgée de 39 ans, a été jugée lundi par la justice hongroise.
Cette dernière lui reproche d'avoir agressé des militants néo-nazis à Budapest où il célébrait le jour de l'honneur, une manifestation qui honore le souvenir d'un bataillon nazi. L'institutrice réfute ces accusations. Elle encourt une peine de plus de 11 ans de prison. La ressortissante italienne est détenue depuis plus d'1 an dans une prison de haute sécurité. Son père dénonce ses conditions de détention. You cannot treat a prisoner like that. We cannot understand how we can have such a disparity in terms of law between countries that are part of the European community. Les images de la jeune femme enchaînée ont choqué l'Italie jusqu'au gouvernement. Le chef de la diplomatie italienne a déclaré que le traitement de Ilaria Salis était contraire aux normes de l'Union européenne. Rome a convoqué l'ambassadeur de Hongrie en Italie. Elle était une star des comédies musicales de Broadway. Chita Rivera s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Avant de prendre son nom de scène, Dolores Conchita Figueroa del Rivera était née à Washington en 1933. Elle s'était fait connaître en 1957 pour son rôle d'Anita dans West Side Story. En août 2009, le président Obama avait décoré Chita Rivera de la médaille de la liberté, la plus haute distinction honorifique qu'un civil puisse obtenir aux États-Unis.